Alors c'est un voyage dans le temps, un petit peu, que l'on vous propose ici de découvrir à la Société académique de Saint-Quentin, parce que depuis tout à l'heure, avec Mareva, on a les yeux écarquillés devant tant de richesses. On ne soupçonne pas qu'ici à Saint-Quentin, il puisse avoir un lieu où sont présentés, sont stockés, sont chouchoutés autant d'objets de notre histoire. Maryse, l'histoire de la Société académique, elle ne date pas d'hier. En quelques mots, la Société académique de Saint-Quentin, c'est quoi? Vous me dites en quelques mots, ça va être difficile. C'est le challenge. Bon, la Société académique de Saint-Quentin a été créée en 1825, ce qui veut dire que dans 2 ans, nous aurons 200 ans. Un bel anniversaire. Ah oui, on ne va pas l'oublier. Et demain, on va déjà un petit peu commencer, parce qu'on va faire une conférence, on organise une conférence sur les fouilles de la basilique à l'école de musique. Donc là, les fouilles qui ont lieu depuis un certain temps et qui ont permis à tous les Saint-Quentinois de découvrir un peu le passé de leur ville. On creuse un peu et on voit ressurgir le passé. Voilà. Et il faut savoir aussi que la Société académique s'est intéressée à l'archéologie depuis 1826. Et donc, c'est une histoire d'amour qui s'est transmise avec le temps et vous-même, donc, passionné d'archéologie et d'histoire, je suppose. D'histoire, oui, d'archéologie un petit peu moins, mais comme on avait un musée archéologique, j'étais bien obligée de me pencher aussi. Vous vous y êtes mis. Exactement. Exactement. Et donc, nous avons eu un président de la Société académique qui a été en même temps archéologue et qui a fait beaucoup de choses pour la Société académique. On en parlera après. Je pense que Dominique nous en donnera quelques exemples. C'est grâce à lui que nous avons le musée. Donc, habile transition. Je me tourne vers Dominique. Vous êtes le conservateur de ce musée. Et en tant que conservateur, vous avez votre petit coup de cœur. Ça, vous me l'avez avoué tout à l'heure. Parce que là, il y a énormément de pièces. Malheureusement, on ne pourra pas tous les montrer à l'antenne. Le but du jeu aussi, c'est que les gens viennent vous voir. Mais là, vous avez souhaité mettre un petit coup de projecteur sur certaines de ces pièces. Oui, je vais vous faire part de ma playlist, comme on dit aujourd'hui. Quelques objets ici qui ont toujours fait de mon admiration. Même encore aujourd'hui, depuis le temps, à chaque fois que je les vois, ça me fait un pincement au cœur. Il y a une émotion et quelque chose qui se passe. Oui. Alors, on commence par lequel? On commence par le plus ancien, une pièce, un silex, un biface de la période préhistorique, qui a au moins 500 000 ans. Et qui est dans une de nos vitrines ici. Là, on va le voir. Allez, Mareva va nous montrer ça en image. Alors, le biface, donc c'est celui-là en bas à droite, hein, c'est bien ça? Voilà, c'est un biface qui a à peu près 500 000 ans. Alors, c'est une période de l'homme préhistorique. Au XIXe siècle, on pensait que c'était une brute épaisse qui ne savait pas faire grand-chose. Un peu une caricature, voilà. Une caricature, tout à fait. Maintenant, on en est revenu, puisque de toute façon, nous avons l'ADN de nos lointains ancêtres aussi, ça en fait partie. Et puis, donc, ce biface, c'est un outil. Moins 500 000 ans. Il faut imaginer que pour travailler ce silex, à partir d'un morceau de silex, à l'époque, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas de crayon, pas de règles, il n'y avait même pas la tablette tactile. Tout se faisait au feeling, tout se faisait... voilà. La tablette en 3D, tout ça n'existait pas. Le 3D de l'époque, c'était dans la tête. Et le second, c'était la manière de travailler, la dextérité des mains. C'est là qu'on se rend compte effectivement qu'on était loin de l'homme primitif qui avait un savoir-faire déjà à l'époque. Et ce savoir-faire a bien évolué parce que là, je vois tout de suite votre deuxième coup de cœur qui est bien mis en valeur aussi, là, qui tourne sur son joli socle. C'est quoi cet objet? On dirait... alors, si j'essaie de le lire, c'est... J'arrive pas à le lire. C'est quoi? Onokoé. Onokoé, voilà, j'ai appris un mot. On va dire plus simplement que c'est une cruche. C'est un objet qui servait pour les rites de la religion des Romains, n'est-ce pas? C'est du bronze, qui est composé de 2 choses. Le corps de cette cruche, donc en bronze, et puis surtout qu'il faut bien regarder, c'est l'attache, l'anse, qui est, on appelle un motif léonin. C'est-à-dire? Ah, le lion. Oui. Vous voyez, au-dessus, vous voyez une gueule de lion.
Et à l'arrière, une patte, c'est ça? Descend sur le flanc avec une patte de lion. Hein. C'est tout à fait ce motif-là qu'on retrouve. Hein. Le lion, à travers les millénaires, a toujours suscité la fascination. La fascination, hein, comme disait Corneille, je crois. Hein, je serai ton lion superbe et généreux. Hein. Bon, on ne sort pas de là, quoi. Bon, bah, on voit tout de suite effectivement dans beaucoup de drapeaux, on retrouve aussi le lion. Le lion est omniprésent. Le lion des flancs, hein, notamment, pour ne pas aller trop loin. En quelques mots, là, Jean-Marc, pouvez nous donner un peu les modalités d'ouverture, de visite du musée, parce que c'est un espace musée ici. Alors, on va continuer à avancer. Alors le musée, bon, en principe, on l'ouvre à la nuit des musées. Et on l'ouvre aussi aux journées du patrimoine. Mais autrement, si des gens veulent le visiter, sur rendez-vous, en principe, quand... On passe un petit coup de fil, on se renseigne auprès de la société académique, et puis vous avez les bras grands ouverts. Et on se fait un plaisir, Dominique se fait un plaisir de le faire visiter. Mais on sent que Dominique est passionné, vous êtes tous des passionnés ici. On a envie d'en savoir plus. Mais pour ça, moi, je vous invite à nous retrouver dans quelques instants parce qu'il y a tellement de choses à savoir que, voilà, on va faire un petit teasing. Il y a des objets encore qui valent le coup. Il y a d'autres espaces, il y a d'autres étages. C'est bien ça, Maryse? Exactement, exactement. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Ne bougez pas. Nous, on est très bien ici avec Maréva. On a envie de découvrir plein de choses. Donc, nous sommes toujours à la Société académique de Saint-Quentin pour découvrir toutes ces petites pépites, toutes ces pièces qui sont des éléments de l'histoire de notre ville. Et avec vous, Dominique, je voudrais revenir sur une période un peu compliquée de la ville de Saint-Quentin. On a tous en mémoire des périodes douloureuses, les conflits mondiaux, le siège de 1557. Mais là, je vois, 1650, il s'est passé aussi quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 1650 à Saint-Quentin? Alors, 1650, c'est la Fronde. Hein. Les grands, les princes contre le roi. Et puis, il faut savoir qu'ici, à l'époque, on était encore dans une zone frontière. Saint-Quentin est en zone française. Et puis, Cambrai, Bapaume, tout ça, c'est les Pays-Bas espagnols. Alors, quand il y a une guerre civile quelque part, il y a toujours des étrangers pour en profiter. C'est bien que les Espagnols faisaient des razzias dans les environs du Vermandois, tout partout. Et beaucoup de réfugiés venaient se réfugier au plus près, c'est-à-dire à Saint-Quentin, puisqu'à l'époque, Saint-Quentin était ceinturé par des fortifications. Donc ils trouvaient refuge. Le problème, c'est que les réfugiés commencent à en occuper, et là, c'est là où était, pour la ville de Saint-Quentin, comment financièrement s'occuper. Il y avait des problèmes. Et comment nourrir tout le monde? Parce que là, on voit clairement... là, c'est parce qu'il y a la petite note. Hein. Au début, je n'avais pas réussi à le lire forcément, mais en la dite année 1650, plusieurs sont morts de faim. Donc là, il y avait vraiment un problème de nourriture, d'alimentation de la population. Voilà. Vous voyez, ici, le 5, c'est bien un 5 de l'écriture. Donc, c'est pas du faux. Hein, c'est un véritable témoignage poignant, en fait, en quelque sorte. Hein, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, comme disait Châtillier. Hein, et c'est ça, cette période de guerre, de famine, enfin, on peut dire ça. Hein, Saint-Quentin, les Saint-Quentinois ont été exilés, oui, ont été obligés de quitter Saint-Quentin en 1557 à cause des Espagnols. On a remis ça en 1418, 1917. C'est l'exode, en fait, c'est le mot que je cherchais. Et à chaque fois avec des difficultés, parce que l'on imagine aisément. Et qui font écho avec la situation actuelle. Comme quoi, voilà, l'histoire ne se répète pas forcément, mais comme on dit, il y a un écho parfois. Tout à fait, il y a un écho. Alors, pour passer à une période plus ancienne, là, il y a une vitrine juste à côté de nous. Maréva va pouvoir nous montrer ça. Ça fait partie aussi hop, je passe devant, de vos coups de cœur. On est sur la période carolingienne. Et là, on est sur un état de conservation de ces parures, de ces bijoux quand même exceptionnels. Oui. Alors, tout ce qu'il y a ici dans cette vitrine est dû également à Jules Pillois, dont on a parlé tout à l'heure, précédemment, donc qui a légué au musée de la Société académique différentes choses qu'il avait trouvées et qu'il a expliquées, dont ici, vous voyez, sur ce plateau, cette parure qui était dans le cercueil d'une femme, d'une défunte.
avec bon, un collier avec des pattes de verre et puis aussi de l'ambre, hein, des perles d'ambre hein, qui aujourd'hui sont un petit peu l'ambre quand il est neuf, il brille. Hein, là, bien sûr. Il y a quelques années qui se sont écoulées quand même. Hein. Donc voilà, il y a aussi d'autres protubérances comme ça et qui servaient à l'époque, on pense, de gris-gris. Hein, parce que c'était, on est entre le. Au niveau religion, on ne sait pas trop où on en est encore. Le chrétien, la religion chrétienne progresse, mais il y a encore des anciennes croyances bien ancrées. Pré-chrétiennes, je dirais pré-chrétiennes, parce que païen, ça fait un petit peu. C'est bien, ils avaient leur religion à eux, c'est tout. Hein, on peut pas... Exactement. C'est une fierté pour vous d'avoir ce type d'objet ici et de devoir tout justement à une personne qu'on va découvrir justement parce que vous nous en parliez là précédemment, Monsieur Jules Pilois. Alors ça, je vais m'adresser à vous pour que vous nous en disiez un peu plus sur Jules Pilois. C'était qui, Jules Pilois ? C'était un agent voyer, c'est-à-dire il travaillait sur le bord des routes et il s'est intéressé très rapidement à l'archéologie. C'est devenu une personne incontournable dans le département de l'Aisne. Il a commencé à faire des fouilles avec Frédéric Moreau. Et Frédéric Moreau l'a chargé de refaire le recensement de ce qu'il trouvait et surtout de dessiner tous les artefacts. C'est ça, Dominique ? Il valide les artefacts. On en apprend tous les jours. Hein. Absolument. Maryse, vous êtes là, la présidente, mais c'est pas parce que on est à la société académique qu'on est la présidente que le savoir est terminé. On découvre tous les jours. Exactement. Voilà. Alors, et vous me disiez donc là justement qu'il avait à cœur de retranscrire, de dessiner. Et ce qu'on a ici, ce ne sont pas des photos. C'est son œuvre, c'est lui qui a dessiné. Oui, exactement. Alors, vous en avez là, c'est une reproduction. Vous en avez 8 albums originaux. Alors, on en trouve un aux archives départementales de l'Aisne. Quand j'ai voulu le photographier, il a fallu que je prenne 2 chaises. Parce que bon, tellement il est monumental. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ce sont des petits fascicules qui retracent les cimetières de beaucoup de communes. Alors ici, bon, le journal des fouilles, vous avez 1885. On rappelle un peu ces dates à Monsieur Pilois. Alors voilà, là vous voyez les fouilles, c'était dans Guisy, 1884. Alors, Monsieur Jules Pilois, il est décédé en 1929. Sa naissance, je ne sais plus bien. Mais il a donné sa vie à l'archéologie et au fait de pouvoir, nous, à présent, encore, toujours, consulter ses œuvres et admirer son travail et connaître notre histoire. Parce que il me semble qu'il y a une expression qui dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, grâce à lui, on en sait plus. Regardez si c'est extraordinaire. Et on voit les reflets, on a presque l'impression que le vase, il est devant nous. On sent la fierté pour vous aussi. Hein. Si, dites-le, vous êtes fiers quand même d'avoir ces... Écoutez, je vous dirais bien que je l'ai découvert, Jules Pilois, en 2010, parce que, bon, quand je suis devenue présidente, tout de suite, on a voulu faire une exposition. Bon, c'est sur lui qu'on a... 2010 ou 2011. C'est sur lui qu'on a eu un coup de cœur. Donc, puis bon, j'ai découvert cet album-là. Le musée de la Société académique, Dominique y travaillait encore, donc il fallait bien que je puisse répondre aux demandes des gens quand il n'était pas là. Bon, en tout cas, pour le moment, je ne vous ai pas posé aucune colle. Vous avez répondu à toutes mes questions. Moi, j'invite nos téléspectateurs à pousser la porte de la Société académique, pousser la porte de ce musée pour y découvrir toutes ces pépites. On rappelle que pour découvrir ce musée, les Journées du patrimoine, les nuits du musée, et puis on passe un petit coup de fil, oui, on se propose de venir. Et samedi qui arrive. Voilà, samedi 12, c'est ça ? Samedi 12 mars, on sera ouvert à 14h30. Voilà. Et avec le sourire, un bel accueil, et puis prêt à répondre à toutes les questions. On a aussi 2 demi-journées avec le service patrimoine et architecture, le 20, Dominique ? Après le 15 mars. De toute façon, on vient vers vous, on passe un petit coup de fil, et puis on a toutes les infos. Puis on regarde dans les journaux. Eh ben oui, puis on regarde dans la presse. Et on regarde sur ma télé, bien évidemment.
Et sur votre site internet. Sur Bon, notre site. bref, il n'y a aucune façon de rater ces dates. Et surtout, venez ici parce que ça regorge de trésors et on est super bien accueillis. Merci. On se retrouve dans quelques instants parce qu'il y a encore plein d'autres choses à découvrir, notamment à l'étage. Alors, nous sommes toujours à la Société académique de Saint-Quentin. Je suis toujours accompagné de Maryse, la présidente. Et là, vous nous faites découvrir une pièce magnifique. Franchement, il y a eu, comme on dit, l'effet waouh quand on est rentré. C'est un endroit incroyable. C'était quoi ce lieu avant d'être le lieu de la Société académique? Ça a toujours été la Société académique ici ou ça a été un hôtel particulier ou quelque chose de genre? Enfin, c'est un hôtel particulier, mais c'est notre hôtel particulier. Il a été construit pour la Société académique. Avant, nous étions dans l'abbaye de Fervaques. Et la Société académique se promenait dans les étages, dans les salles, au gré du maire de la ville. Alors un jour, la Société académique en a eu assez. Elle s'est dit, on veut Voilà. notre hôtel Voilà. particulier à nous. Donc en 1902, la Société académique est arrivée dans son hôtel particulier. Ça fait la une des journaux d'ailleurs. Ouais, j'imagine, parce que là, on est vraiment sur un endroit magnifique. On a au plafond des têtes de Et lion. alors, les décorations. On a la petite touche art déco là-haut avec le lustre. Alors les décorations, ce sont les membres de la Société académique qui se sont cotisés pour pouvoir les faire. Et c'est un monsieur Coin qui a décoré aussi le théâtre de Saint-Quentin. Donc, Quelqu'un qui a du goût ouais, exactement. et du savoir-faire. Et du savoir-faire qui nous a décoré la salle. Alors, c'est une salle où, là, on voit, il y a des personnes qui travaillent. On va parler d'elles dans quelques instants. Moi, je suis intrigué surtout, ces chaises alignées là-bas au fond. Serviraient-elles lors de conférences, à tout hasard? Vous avez gagné. Ah, bah voilà, je me suis renseigné. Hein. Voilà, c'est notre salle la salle de séance. On y fait nos conférences une fois par mois, le 3e vendredi du mois. Alors, qui fait ces conférences? De quoi ça parle? Qui peut venir? Alors, qui peut venir, en principe, ce sont les membres de la Société académique, mais bon, on essaie d'ouvrir quand même de plus en plus parce que une personne qui vient assister à une conférence, 2 conférences, 3 conférences, la 4e fois, elle se dit, bon, ben, ça me plaît, je vais adhérer à la Société académique. C'est comme ça que vous réussissez à... D'accord. Voilà. Ah, mais c'est habile. La dernière conférence, bon, bah, c'est Francis Crépin qui nous l'a Notre fait. carillonneur. Voilà, exactement, qui fait partie de la Société académique. Bon, il dit maintenant que c'est un des plus anciens membres. Je n'ai pas calculé combien d'années il était à la Société académique, mais bon. Mais il est assidu. Oh oui, oui, oui. Alors là, en parlant d'assiduité, toutes ces personnes-là autour de la table sont en train de faire des recherches, sont en train de travailler pour elles, pour la Société académique. Qu'est-ce qu'elles font? Alors, bon, il y a Jean-Louis qui commence à faire des recherches sur les maires de Saint-Quentin après la guerre 39-45. On a la première dame qui a été présidente de la Société académique, qui est rentrée à la Société académique, Monique Séverin, qui a fait une étude sur les maires. Et Jean-Louis pense continuer son travail, mais c'est pas pour demain, quoi. On vous met pas la pression, mais visiblement, on attend quand même votre travail, là. Hein. Oui, mais on attendra bien 5 ou 6 ans, c'est Oui. bien. Ah, Il n'y a rien d'urgent ici. Alors, on prend son temps pour faire remonter à la surface Oui. des choses oubliées, des choses du passé qui pour vous sont importantes de connaître et de remettre en lumière. C'est toujours important de connaître son histoire. Si on ne la connaît pas, on perd beaucoup de choses. Et on ne peut pas comprendre le présent sans connaître son histoire. Et là, le travail avait été commencé, et très bien commencé par Monique Séverin. Il s'arrête en 1939. Et je vais reprendre depuis avec une liste des maires qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont succédés quelques-uns. Ça a été assez impressionnant. Et donc, votre travail consiste à mettre en lumière ce que ces différents maires ont fait pour transformer notre ville. On fait pour la ville, oui. Alors, pendant les périodes de guerre, on ne peut pas parler de transformation de la ville. Oui, de on grande imagine qu'à cette construction. époque-là, voilà. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, on va dire que les maires de Saint-Quentin qui se sont succédés, l'un a été révoqué, un autre a été tué par la résistance. Donc, ce sont des destins divers. Ça n'est pas comme
pendant la Première Guerre mondiale, où nous avons eu un maire exceptionnel, Arthur Gibert, qui, lui, a vraiment fait pour la population plus que ce qu'un père aurait fait, quoi, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et là, il s'agit plus de faire un répertoire de ces maires et de se dire qu'ont-ils fait. C'est un travail de longue haleine. Hein. Oui, et puis c'est continué après la Seconde Guerre mondiale. S'arrêter. Alors, quand doit-on s'arrêter? Est-ce qu'on doit s'arrêter aux maires qui sont encore vivants, c'est-à-dire ne pas parler notamment par exemple de Madame Macaré, ou moi je pense pas. Je pense qu'on peut. Il ne s'agit pas d'entrer dans la vie des maires et de prendre part. Il s'agit simplement de relater des faits, d'être les témoins et de raconter l'histoire. Voilà, c'est tout. En tout cas, c'est un travail passionnant que vous faites là. On vous laisse vous replonger dans vos archives. Moi, je me déplace là juste à côté, voir votre voisine qui est en train de découper, plier, classer, répertorier plein d'articles de presse. Votre boulot, c'est voilà, pareil, de mettre de côté tout ce qui parle de Saint-Quentin pour garder la mémoire. Voilà, Saint-Quentin et les communes de l'arrondissement. Voilà. Y a de quoi faire, j'imagine. Hein. Oui, oui, oui. Alors, comment on sélectionne l'article qui va être retenu? Tout ce qui est nouveau, ou ce qui est ancien aussi également. Tout ce qui concerne les logements, les bâtiments, toute l'architecture, toute l'histoire, enfin bon, beaucoup de choses, quoi. Un gros boulot, hein. Oui. Allez, c'est temps plein, tous les jours, vous êtes ici, 8h, midi, 14h, 18h? 2 fois par semaine. C'est déjà bien. Oui. Alors, parce qu'on le répète, hein, ici, toutes les personnes sont bénévoles et viennent par passion pour faire avancer, je dirais, l'histoire de notre ville. Et là, je voudrais terminer sur une petite pépite que vous m'avez montrée tout à l'heure. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le deuxième livre le plus ancien que possède la Société académique. C'est bien ça? De 1620. 1620. Donc là, vous tenez entre vos mains une pièce d'histoire. Tout à fait. Et elle fait référence aux guerres de religion entre les protestants et les catholiques. Et donc votre travail, vous, consiste justement à référencer tous ces livres, les répertorier pour après les stocker, les conserver. C'est bien ça? Voilà, vous avez des livres ici sur 4 étages. Du rez-de-chaussée, dans le musée, vous avez des livres très anciens. Vous en avez dans la bibliothèque à l'entresol, ici, et aussi à l'étage au-dessus. Il reste encore un petit peu de place pour en mettre d'autres? Ça devient difficile. J'en ai comptabilisé presque 2500. Bon, quelquefois, ils sont en double ou en triple exemplaire. Mais c'est quand même sérieux pour faire le classement, parce qu'il ne suffit pas de mettre une lettre. Juste une lettre et un numéro, hein, j'imagine. Il faut pouvoir les retrouver ensuite. Bon, bah alors, je ne vous embête pas plus parce que voilà, je voudrais pas vous faire perdre le fil. Je vais revenir vers vous, Maryse, quelques instants pour conclure cette discussion. Là, on parlait d'ouvrages. Si on a chez soi des petites pépites, des choses qui parlent de la ville de Saint-Quentin, des choses qui peuvent vous intéresser, qu'est-ce qu'on fait? On fait toc-toc et on vous les amène? Oui, on fait toc-toc, on nous les amène. On n'a plus grand place, mais si vraiment c'est intéressant, on fera de la place. Bon, bah alors plutôt que de laisser perdre des choses qui permettent de faire perdurer la mémoire de notre ville, venez ici à la Société académique. Tout le monde est là pour vous accueillir, c'est bien vrai? Oui, on est là. Et puis, par exemple, des photos, des choses comme ça, on est preneurs. Photos, ça marche aussi? Moi aussi, oui. Alors, photos, livres, tout ce que vous avez en archive. Et même photos numériques, parce qu'on est 2.0. Si vous avez envie de faire en sorte que la mémoire de la ville perdure, c'est ici que ça se passe. Et vous serez entouré de passionnés et vous verrez, vos archives seront conservées avec grand soin. Donc c'est un peu une exclusivité que l'on vous propose aujourd'hui sur Ma Télé, c'est de découvrir les archives cachées de la Société académique de Saint-Quentin. Vous pouvez le voir ici sur les images de Mareva. On est tout en haut de leur bâtiment, on est au 2e étage.
Ça paraît un petit peu confus comme ça, d'avoir des documents, des classeurs un peu partout. Mais vous allez voir que ça ne l'est pas du tout, parce que c'est un travail minutieux de recherche, de classement, pour répertorier, etc. Et pour ça, Maryse, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est Annick qui s'occupe de ça. Hein. Oui, 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 oui. Bon, on va voir Annick tout de suite alors. Oui, 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 il faut tout de suite aller la voir. Alors, Annick, c'est vous qui transformez les tas de documents en classeurs bien rangés. Je caricature un peu, c'est ça. Disons, j'ai pris le relais de personnes qui avaient déjà bien travaillé avant et surtout étaient arrivées peu de temps avant que je vienne travailler ici, un fonds documentaire, celui de Madame Séverin, qui a légué, alors qu'elle partait, je crois, en maison de retraite, elle a légué son fonds documentaire qu'elle avait chez elle. Alors, et c'est une richesse incroyable. C'est ce que j'allais dire, c'est incroyable parce qu'on a une quantité phénoménale de documents. Là, c'est vous qui avez retravaillé un peu la présentation. Voilà, c'est ça, mais c'est tout ça. ce qu'il y a dedans, c'est elle, c'est manuscrit. C'est Pour la plupart. voilà, au quotidien, elle était en veille et dès qu'elle avait une info, elle le notait. Voilà, c'est ça. Elle, là, Vous avez peut-être quelques petits exemples. Oui, j'ai un dossier qui vient de revenir là, et c'est sur le musée. Quelqu'un qui avait eu besoin des documents sur le musée. Et ça montre un petit peu ce qu'on trouve dans un dossier de Madame Séverin. Il y a par exemple, elle n'utilisait pas de photocopieur. Là, c'est le journal de Saint-Quentin, une édition de 1900. Alors, il y a eu un vol au musée. Voilà, c'était le titre de l'article. Et elle a recopié à la main l'article paru. Et tous les documents qu'on trouve, ce sont des documents manuscrits. Et c'est l'écriture de Madame Séverin que j'ai appris à reconnaître maintenant. J'allais dire, parce qu'au début, il faut s'approprier l'écriture de la personne et se dire, bon, alors, ça y est, maintenant je la maîtrise et je comprends ce qui se dit. J'ai cherché au début ce que voulait dire ce GSQ. J'ai compris maintenant que c'était le journal de Saint-Quentin. Et un peu, tous les documents, c'est comme ça. Puis, elle utilisait beaucoup aussi de papier déjà utilisé, enveloppe. Là, c'est le dos d'une enveloppe, ouais, effectivement. Le dos d'une enveloppe, le dos de je ne sais pas quel. On dirait un bon de commande. Ou oui. Et elle notait, dès qu'elle trouvait quelque chose, elle notait. Alors là, c'est demande d'acquisition d'un chien de garde au musée Antoine Lécuyer. Vous voyez, c'est très, très surprenant. Ça pourrait paraître pour une non-information, mais quelque part, ça fait partie de l'histoire de notre ville et l'histoire, pour le coup, du musée. Elle a trouvé dans, je ne sais pas où, parce que c'est pas indiqué, en 57, elle a trouvé le nom du gardien qu'il y avait au musée Antoine Lécuyer en 1957. Et donc vous, tout ce travail-là consiste maintenant à référencer, répertorier, regrouper, stocker, pour que des personnes qui aient envie de faire des recherches sur le sujet puissent piocher au bon endroit. À eux de regarder tous ces documents. Moi, je n'en ai pas... je suis incapable de vous dire exactement ce qu'il y a dans le dossier, mais ça parle du musée Antoine Lécuyer. Entre 1853 et 1988, des relevés, des notes de Mme Séverin. Il faut être passionné et puis patiente pour faire un travail comme ça. Oui, bon, ça a été un petit peu mon métier. J'étais documentaliste en lycée, mais avec une formation qui n'était pas du tout celle d'archiviste. Bon, voilà, comme quoi vous avez une nouvelle corde à votre arc. Donc ici, on est vraiment dans le petit trésor. Maryse, revenez auprès de moi. Donc là, on a vu les documents de Madame Séverin. Là, devant nous, on a des cartes. Alors, des cartes et des plans de la ville de Saint-Quentin. Un Saint-Quentin que je ne reconnais pas. Oh, bon. Il y a quand même des industries, il y a quand même des noms d'usines qui, pour ma part, n'existent plus depuis un petit moment. Alors, celui-là, c'est ce qu'on appelle le plan monumental de la ville de Saint-Quentin. On reconnaît très bien la basilique qui se trouve là. Alors, quand j'ai dit que je ne reconnaissais pas, c'était juste... L'hôtel de ville qui se trouve là. Alors, on retrouve, par exemple, les Dames de la Croix avec l'école... qui se trouvait rue du gouvernement. On retrouve les usines, vous avez lu, là c'est un magasin, le magasin Milo Pilois qui se trouvait au coin de la rue des Toiles et de la rue de la Sellerie. On retrouve la bourse du commerce actuelle. Puis tout autour, on a toutes les usines qui figuraient à ce moment-là. Donc là, c'est quand même des petites
pépite tout ça. Voilà, oui. Et celle d'en dessous, on est encore sur de l'archive plus archive encore. Hein. Ouais, exactement. Et donc là, oui, vous avez d'autres documents qui sont très intéressants. Vous avez fait une visite dernièrement et il me semble que ça a plu Ah oui, aux oui, personnes oui. qui sont venues. Des documents, des plaques de Oui, verre oui, oui, des et des négatifs photographiques. Alors ça, pour les plaques de verre, c'est peut-être plus Jean-Marc qui peut nous en dire quelques mots. Alors nous avons tout un lot de plaques de verre. On doit en avoir à peu près 1500, 1600. Alors les voilà. Alors bien sûr, c'est très très fragile. Hein. On ne les sort pas. Elles sont toutes numérisées. Ah, donc bien sûr, c'est pour nos recherches, pour illustrer nos publications et tout. C'est un trésor. Lors des conférences aussi. Lors des conférences, bien sûr. Et donc tout ça précieusement stocké, archivé ici. Et Et on ne les sort pas, hein. Ça reste ici et tout est numérisé. donc là, on est un peu des privilégiés d'avoir pu les découvrir et les avoir fait découvrir à nos amis téléspectateurs. On les invite à nouveau à venir découvrir la société académique, à pousser les portes du musée. Lundi, mercredi, après-midi, de 14h à 17h. Voilà. Et un peu plus tard, on est là, nous, avec Jean-Marc, on est là jusqu'à 18h à peu près. Bon, bah voilà, des passionnés prêts à vous accueillir, prêts à vous aider dans vos recherches et prêts aussi à récupérer vos archives si vous en avez qui concernent le Saint-Quentinois. C'est l'endroit idéal pour les stocker, les archiver et les protéger. C'est important. Merci beaucoup à vous.